Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Bienvenue sur C8, c'est l'heure de votre rendez-vous littéraire nocturne quotidien préféré. Alors je poursuis pour vous ce soir une œuvre de Balzac que vous connaissez déjà probablement tous, qui s'appelle La peau de chagrin, l'histoire d'un jeune marquis complètement désœuvré, sans le sou, qui fait la connaissance d'un antiquaire qui lui fait découvrir une sorte de talisman qui s'apparente à une peau de chagrin, d'où le titre, et qui a donc des pouvoirs magiques, notamment celui d'exaucer ses vœux les plus fous. Cela dit, il y a évidemment un prix à payer à cela. L'antiquaire le met en garde en lui disant qu'en fait, chaque désir exaucé fera diminuer la taille de sa peau, symbole de sa vie. Le cercle de ses jours, figuré par cette peau, se resserrera suivant la force et le nombre de ses souhaits, depuis le plus léger jusqu'au plus exorbitant. Il va cependant quand même accepter ce pacte diabolique. Et donc va vivre une vie, mener une vie de grand train, devenir très riche, connaître la gloire, mais vous verrez que inexorablement il sera rattrapé par les mises en garde de l'antiquaire. On reprend d'ailleurs au moment où justement il commence à tomber malade et à manquer de plus en plus d'argent, et il a également perdu son père. Et c'est à ce moment-là du récit que l'on va reprendre. D'ici là également, n'oubliez pas, je vous le rappelle, de nous rejoindre si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Mais d'ici là, eh bien, très, très bon voyage au bout de la nuit avec nous sur C8. Soyez bien économe, monsieur Raphaël. Il pleurait, le bonhomme. Tels sont, mon cher Émile, les événements qui maîtrisèrent ma destinée, modifièrent mon âme et me placèrent jeune encore dans la plus fausse de toutes les situations sociales, dit Raphaël après avoir fait une pause. Des liens de famille, mais faibles, m'attachaient à quelques maisons riches, dont l'accès m'eût été interdit par ma fierté, si le mépris et l'indifférence ne m'en eussent déjà fermé les portes. Quoique part de personnes très influentes et prodigues de leur protection pour des étrangers, je n'avais ni parents, ni protecteurs. Sans cesse arrêtée dans ses expansions, mon âme s'était repliée sur elle-même. Plein de franchise et de naturel, je devais paraître froid, dissimulé. Le despotisme de mon père m'avait ôté toute confiance en moi. J'étais timide et gauche, je ne croyais pas que ma voix pût exercer le moindre empire. Je me déplaisais, je me trouvais laid, j'avais honte de mon regard. Malgré la voix intérieure qui doit soutenir les hommes de talent dans leur lutte et qui me criait « Courage, marche », malgré les révélations soudaines de ma puissance dans la solitude, malgré l'espoir dont j'étais animée en comparant les ouvrages nouveaux admirés du public à ceux qui voltigeaient dans ma pensée, je doutais de moi comme un enfant. J'étais la proie d'une excessive ambition. Je me croyais destinée à de grandes choses et je me sentais dans le néant. J'avais besoin des hommes et je me trouvais sans amis. Je devais me frayer une route dans le monde et j'y restais seule, moins craintif que honteux. Pendant l'année où je fus jetée par mon père dans le tourbillon de la grande société, j'y vins avec un cœur neuf, avec une âme fraîche. Comme tous les grands enfants, j'aspirais secrètement à de belles amours. Je rencontrais parmi les jeunes gens de mon âge une secte de fanfarons qui allait tête levée, disant des riens, s'asseyant sans trembler près des femmes qui me semblaient les plus imposantes, débitant des impertinences, mâchant le bout de leur canne. Minaudant, se prostituant à eux-mêmes, les plus jolies personnes, mettant ou prétendant avoir mis leur tête sur tous les oreillers, ayant l'air d'être au refus du plaisir, considérant les plus vertueuses, les plus prudes comme de prises faciles et pouvant être conquises à la simple parole, au moindre geste hardi par le premier regard insolent. Je te le déclare, en mon âme et conscience, la conquête du pouvoir ou d'une grande renommée littéraire
me paraissait un triomphe moins difficile à obtenir qu'un succès auprès d'une femme de haut rang, jeune, spirituelle et gracieuse. Je trouvais donc les troubles de mon cœur, mes sentiments, mes cultes en désaccord avec les maximes de la société. J'avais de la hardiesse, mais dans l'âme seulement, et non dans les manières. J'ai su plus tard que les femmes ne voulaient pas être mendiées. J'en ai beaucoup vu que j'adorais de loin, auxquelles je livrais un cœur à toute épreuve, une âme à déchirer, une énergie qui ne s'effrayait ni des sacrifices, ni des tortures. Elles appartenaient à des sots de qui je n'aurais pas voulu pour portier. Combien de fois, muet, immobile, n'ai-je pas admiré la femme de mes rêves, surgissant dans un bal, dévouant alors en pensée mon existence à des caresses éternelles. J'imprimais toutes mes espérances en un regard et lui offrais dans mon extase un amour de jeune homme qui courait au-devant des tromperies. En certains moments, j'aurais donné ma vie pour une seule nuit. Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreille où jeter mes propos passionnés, de regard où reposer les miens, de cœur pour mon cœur, j'ai vécu dans tous les tourments d'une impuissante énergie qui se dévorait elle-même. Soit faute de hardiesse ou d'occasion, soit inexpérience. Peut-être ai-je désespéré de me faire comprendre ou tremblé d'être trop compris. Cependant, j'avais un orage tout près à chaque regard poli que l'on pouvait m'adresser. Malgré ma promptitude à prendre ce regard ou des mots en apparence affectueux comme de tendres engagements, je n'ai jamais osé ni parler ni me taire à propos. À force de sentiments, ma parole était insignifiante et mon silence devenait stupide. J'avais sans doute trop de naïveté pour une société factice qui vit aux lumières, qui rend toutes ses pensées par des phrases convenues ou par des mots que dicte la mode, puis je ne savais point parler en me taisant ni me taire en parlant. Enfin, gardant en moi des feux qui me brûlaient, ayant une âme semblable à celle que les femmes souhaitent rencontrer, en proie à cette exaltation dont elles sont avides, possédant l'énergie dont se vantent les sots, toutes les femmes m'ont été traîtreusement cruelles. Aussi, admirais-je naïvement les héros de coterie, quand ils célébraient leur triomphe sans les soupçonner de mensonges. J'avais sans doute le tort de désirer un amour sur parole, de vouloir trouver grande et forte dans un cœur de femme frivole et légère, affamée de luxe, ivre de vanité, cette passion large, cet océan qui battait tempétueusement dans mon cœur. Oh, se sentir née pour aimer, pour rendre une femme bienheureuse, n'avoir trouvé personne, pas même une courageuse et noble Marceline, ou quelque vieille marquise. Porter des trésors dans une besace et ne pouvoir rencontrer une enfant, quelque jeune fille curieuse, pour les lui faire admirer. J'ai souvent voulu me tuer de désespoir. Joliment tragique ce soir, s'écria Émile. Laisse-moi condamner ma vie, répondit Raphaël. Si ton amitié n'a pas la force d'écouter mes élégies, tu ne peux me faire crédit d'une demi-heure d'ennui, alors dors. Mais ne me demande plus alors compte, mais ne me demande plus alors compte de mon suicide qui gronde, qui se dresse, qui m'appelle, que je salue. Pour juger un homme, au moins, faut-il être dans le secret de sa pensée, de ses malheurs, de ses émotions. Sans vouloir connaître de sa vie que les événements matériels, c'est faire de la chronologie, l'histoire des sots. Le ton amer avec lequel ces paroles furent prononcées frappa si vivement Émile que dès ce moment, il prêta toute son attention à Raphaël en le regardant d'un air hébété. Mais, reprit le narrateur, maintenant la lueur qui colore ces accidents leur prête un nouvel aspect. L'ordre des choses que je considérais jadis comme un malheur a peut-être engendré les belles facultés dont plus tard je me suis enorgueillie. La curiosité philosophique, les travaux excessifs, l'amour de la lecture qui depuis l'âge de 7 ans jusqu'à mon entrée dans le monde ont constamment occupé ma vie. Ne m'aurait-il pas doué de la facile puissance avec laquelle, s'il faut vous en croire, je sais rendre mes idées et marcher en avant dans le vaste champ des connaissances humaines. L'abandon auquel j'étais condamnée
l'habitude de refouler mes sentiments, de vivre dans mon cœur, ne m'ont-ils pas investi du pouvoir de comparer, de méditer, en ne se perdant pas au service des irritations mondaines qui rapetissent la plus belle âme et la réduisent à l'état de guenille, ma sensibilité ne s'est-elle pas concentrée pour devenir l'organe perfectionné d'une volonté plus haute que le vouloir de la passion? Méconnue par les femmes, je me souviens de les avoir observées avec la sagacité de l'amour dédaigné. Maintenant, je le vois. La sincérité de mon caractère a dû déplaire. Peut-être les femmes veulent-elles un peu d'hypocrisie. Moi qui suis tour à tour dans la même heure, homme et enfant, futile et penseur, sans préjugés et plein de superstitions, souvent femme comme elles, n'ont-elles pas dû prendre ma naïveté pour du cynisme, de la pureté même de ma pensée pour du libertinage? La science leur était ennui, la langueur féminine, faiblesse. Cette excessive mobilité d'imagination, le malheur des poètes, me faisait sans doute juger comme un être incapable d'amour, sans constance dans les idées, sans énergie. Idiot quand je me taisais, je les effarouchais peut-être quand j'essayais de leur plaire, et les femmes m'ont condamné. J'ai accepté dans les larmes et le chagrin l'arrêt porté par le monde. Cette peine a produit son fruit. Je voulus me venger de la société. Je voulus posséder l'âme de toutes les femmes en me soumettant leur intelligence et voir tous les regards fixés sur moi, comme mon nom serait prononcé par un valet à la porte d'un salon. Je m'instituai grand homme. Dès mon enfance, je m'étais frappé le front en me disant, comme André de Chénier, il y a quelque chose là. Je croyais sentir en moi une pensée à exprimer, un système à établir, une science à expliquer. Oh mon cher Émile, aujourd'hui que j'ai 26 ans à peine, que je suis sûre de mourir inconnue, sans avoir jamais été l'amant de la femme que j'ai rêvé de posséder, laisse-moi te conter mes folies. N'avons-nous pas tous, plus ou moins, pris nos désirs pour des réalités? Ah, je ne voudrais point pour ami d'un jeune homme qui, dans ses rêves, ne se serait pas tressé des couronnes, construit quelques piédestals ou donné de complaisantes maîtresses. Moi, j'ai souvent été général, empereur. J'ai été Byron, puis rien. Après avoir joué sur le fait des choses humaines, je m'apercevais que toutes les montagnes, toutes les difficultés restaient à gravir. Cet immense amour-propre qui bouillonnait en moi, cette croyance sublime à une destinée, et qui devient du génie peut-être quand un homme ne se laisse pas déchiqueter l'âme par le contact des affaires aussi facilement qu'un mouton abandonne sa laine aux épines des alliés, où il passe, tout cela me sauva. Je voulus me couvrir de gloire et travailler dans le silence pour la maîtresse que j'espérais avoir un jour. Toutes les femmes se résumaient par une seule, et cette femme, je croyais la rencontrer dans la première qui s'offrait à mes regards. Mais voyant une reine dans chacune d'elles, toutes devaient, comme les reines qui sont obligées de faire des avances à leurs amants, venir au-devant de moi, souffreteux, pauvres et timides. Ah, pour celle qui m'eût plaint. J'avais dans le cœur tant de reconnaissance, outre l'amour, que je l'eusse adoré pendant toute sa vie. Plus tard, mes observations m'ont appris de cruelles vérités. Ainsi, mon cher Émile, je risquais de vivre éternellement seule. Les femmes sont habituées par je ne sais quelle pente de leur esprit à ne voir dans un homme de talent que ses défauts et dans un sou que ses qualités. Elles éprouvent de grandes sympathies pour les qualités du sot qui sont une flatterie perpétuelle de leurs propres défauts, tandis que l'homme supérieur ne leur offre pas assez de jouissance pour compenser ses imperfections. Le talent est une fièvre intermittente. Nulle femme n'est jalouse d'en partager seulement les malaises. Toutes, elles veulent trouver dans leurs amants des motifs de satisfaire leur vanité. C'est elle encore qu'elles aiment en nous. Un homme pauvre, fier, artiste, doué du pouvoir de créer, n'est-il pas armé d'un blessant égoïsme? Il existe autour de lui je ne sais quel tourbillon de pensées dans lequel il enveloppe tout, même sa maîtresse, qui doit en suivre le mouvement. Une femme adulée peut-elle croire à l'amour d'un tel homme? Ira-t-elle le chercher? Cet amant n'a pas le plaisir de s'abandonner autour d'un divan à ces petites singeries de sensibilité auxquelles les femmes tiennent tant
et qui sont le triomphe des gens faux et insensibles. Le temps manque à ses travaux. Comment en dépenserait-il à se rapetisser, à se chamarrer? Prêt à donner ma vie d'un coup, je ne l'aurais pas avili, en détail. Enfin, il existe dans le manège d'un agent de change qui fait les commissions d'une femme pâle et minaudière, je ne sais quoi de mesquin dont on a horreur. L'artiste, l'amour abstrait ne suffit pas à un homme pauvre et grand. Il en veut tous les dévouements, les petites créatures qui passent leur vie à essayer des cachemires ou qui se font les porte-manteaux de la mode n'ont pas de dévouement. Elles en exigent et voient dans l'amour le plaisir de commander, non celui d'obéir. La véritable épouse en cœur, en chair et en os se laisse traîner là où va celui en qui réside sa vie, sa force, sa gloire, son bonheur. Aux hommes supérieurs, il faut des femmes orientales, dont l'unique pensée soit l'étude de leurs besoins, car pour eux, le malheur est dans le désaccord de leurs désirs et des moyens. Moi qui me croyais homme de génie, j'aimais précieusement ces petites maîtresses, nourrissant des idées si contraires aux idées reçues, ayant la prétention d'escalader le ciel sans échelle, possédant des trésors qui n'avaient pas cours, armés de connaissances étendues qui surchargeaient ma mémoire et que je n'avais pas encore classées, que je ne m'étais point assimilée, me trouvant sans parents, sans amis, seule au milieu du plus affreux désert, un désert pavé, un désert animé, pensant, vivant, où tout vous est bien plus qu'ennemi, indifférent. La résolution que je pris était naturelle, quoique folle. Elle comportait je ne sais quoi d'impossible qui me donna du courage. Ce fut comme un parti, fait avec moi-même, et où j'étais le joueur et l'enjeu. Voici mon plan. Mes 1100 francs devaient suffire à ma vie pendant 3 ans, et je m'accordais ce temps pour mettre au jour un ouvrage qui put attirer l'attention publique sur moi. Me faire une fortune ou un nom. Je me réjouissais en pensant que j'allais vivre de pain, de lait, comme un solitaire de la Thébaïde, plongé dans le monde des livres et des idées, dans une sphère inaccessible au milieu de ce Paris si tumultueux, sphère de travail, de silence, où, comme les chrysalides, je me bâtissais une tombe pour renaître brillant et glorieux. J'allais risquer de mourir pour vivre, en réduisant l'existence à ses vrais besoins, au strict nécessaire. Je trouvais que 365 francs par an devaient suffire à ma pauvreté. En effet, cette maigre somme a satisfait à ma vie, tant que j'ai voulu subir ma propre discipline claustrale. « C'est impossible », s'écria Émile. « J'ai vécu près de 3 ans ainsi », répondit Raphaël avec une sorte de fierté. « Alors comptons », reprit-il. 3 sous de pain, 2 sous de lait, 3 sous de charcuterie m'empêchaient de mourir de faim. Tenez mon esprit dans un état de lucidité singulière. J'ai observé, tu le sais, de merveilleux effets produits par la diète sur l'imagination. Mon logement me coûtait 3 sous par jour, je brûlais pour 3 sous d'huile par nuit, je faisais moi-même ma chambre, je portais des chemises de flanelle pour ne dépenser que 2 sous de blanchissage par jour. Je me chauffais avec du charbon de terre dont le prix divisé par les jours de l'année n'a jamais donné plus de 2 sous pour chacun. J'avais des habits, du linge, des chaussures pour 3 années. Je ne voulais m'habiller que pour aller à certains cours publics et aux bibliothèques. Ces dépenses réunies ne faisaient que 18 sous. Il me restait 2 sous pour les choses imprévues. Je ne me souviens pas d'avoir, pendant cette longue période de travail, passé le pont des Arts, ni d'avoir jamais acheté d'eau. J'allais en chercher le matin à la fontaine de la place Saint-Michel, au coin de la rue des Grèzes. Oh oui, je portais ma pauvreté fièrement. C'est la fin pour cet épisode, mais je vous retrouve très très prochainement pour la suite de La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur C8. Je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures littéraires. Très très belle soirée à toutes et à tous.